J'ai toujours été isolée parce que j'étais femme, parce que j'étais jeune et que j'étais cadre dans une équipe avec des techniciens plutôt âgés, hommes. Et je me suis tout de suite sentie isolée, j'ai mis aucune aide, je n'étais pas à ma place dans un environnement de salariés. On a eu un entretien où il m'a dit que je n'avais plus de valeur parce que j'avais pris la mauvaise décision. J'allais être mise au placard, j'allais être cataloguée, comment j'allais pouvoir surmonter cette situation dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai été complètement paniquée. Est-ce que durant cette situation de harcèlement, tu as souhaité matérialiser par écrit, que ce soit par lettre simple, par lettre recommandée ou par email, cette situation à ta hiérarchie? Ce podcast, l'œuvre de ICM Legal Consulting, a pour but de mettre en avant des leaders, ces personnes ordinaires qui vivent ces situations extraordinaires vont venir au sein de ce podcast conversationnel pour se livrer. Je m'appelle Ida Christelle Makanda, juriste et fondatrice du cabinet ICM Legal Consulting. J'accompagne des dirigeants de TPE, PME, grands comptes, start-up, associations dans la stratégie RH de leur organisation et dans l'information juridique. Je suis spécialisée en droit du travail, droit des affaires et droit des étrangers. Et mon super pouvoir, c'est de pouvoir propulser votre développement personnel par la compréhension éclairée de vos droits. Connaître le droit, c'est connaître avant tout ses droits, vos droits. Et dans ce cadre, j'apporterai mon éclairage juridique pour vous accompagner et vous orienter au mieux dans ces situations éprouvantes qui ont été vécues ou qui sont vécues aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'inviter Julie Andrieux qui va justement se livrer, discuter de cette situation qu'elle a vécue, cette situation de harcèlement moral au travail. Je vais l'écouter et je vais effectivement pouvoir apporter cet éclairage juridique par rapport à ce qu'elle a vécu. Let's go. Julie, je te laisse la parole. Bonjour Ida, merci de ton accueil et merci de me donner cette chance de raconter une partie de mon histoire aujourd'hui. Pour en dire un peu plus sur moi, j'ai 2 expériences globales. J'ai été d'abord ingénieure dans des grands groupes de l'industrie et depuis 3 ans maintenant, je suis auto-entrepreneur dans le marketing digital. C'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés lors de pitch pour nos propres projets. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une expérience qui m'est arrivée dans mon 3e job. Je vais l'appeler l'entreprise X, où j'étais à un poste de manager de prestataire. Et j'avais des activités qui étaient en rapport avec les services et j'envoyais mes prestataires chez des fournisseurs pour vérifier des pièces dans l'industrie, on va dire ça de façon générale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu pendant 3 ans, jusqu'à la période du Covid, dans une ambiance d'ignorance, un peu d'ennui. Et ça a créé une situation où je me sentais très mal à l'aise parce que je me sentais sous-chargée et un peu humiliée parce que du coup, on me donnait pas de challenge, on me donnait pas assez de travail et je m'ennuyais. Du coup, j'avais l'air de m'ennuyer, ça se voyait. Et je m'inquiétais beaucoup de pourquoi je m'ennuyais. Est-ce que c'était normal? Parce que je voyais les collègues qui couraient autour de moi et moi, j'avais l'impression que j'oubliais des tas de choses alors que c'était pas le cas. Et on me donnait des missions en me faisant penser que c'était des bonnes missions, alors qu'en fait c'était ridicule. On s'est aussi trompé sur mon nom dans des comptes rendus de réunions, alors que ça faisait des mois que je présentais mon sujet. Donc c'était des suites de petites expériences qui étaient négatives et au final qui a mené à j'avais plus aucune autre motivation et j'étais plus du tout intéressée à essayer de faire grandir l'entreprise puisque de toute façon elle ne voulait pas grandir. Et il ne voulait pas de ce que j'avais apporté. Alors, pour qu'on comprenne bien, Julie, concernant justement cette situation, cette expérience professionnelle que tu as vécue dans cette grande entreprise X, on va effectivement déjà définir ce que tu devais y faire en tant que... tu vas décrire ton poste, tu vas décrire ton poste de travail, le poste pour lequel tu as été embauché initialement, comprendre aussi la déclinaison de cette situation que tu as commencé à évoquer sur ce qu'on appelle le bore-out, parce que on a plusieurs situations d'épuisement professionnel au travail. Donc, on a le burn-out. Le burn-out, c'est effectivement une situation qui est connue de manière générale de tous. On a le bore-out.
où justement on est dans une situation où on s'ennuie au travail. On a le brown out, c'est par rapport au fait de pouvoir être en quête de sens, en perte de sens par rapport justement à son travail. Et on a le rust out aussi, qui est aussi assez similaire au brown out. Donc Julie, en fait, par rapport à ce que tu nous as évoqué assez brièvement, est-ce que tu peux déjà revenir sur la genèse, sur l'historique de ce recrutement? Pourquoi on t'a embauché? Quelles étaient les missions que tu devais justement réaliser au sein de cette grande entreprise? Et surtout, donne-nous des détails par rapport justement à cette situation qui a commencé à péricliter et à se dégrader. Alors, j'étais embauchée pour gérer des prestataires qui allaient chez les fournisseurs pour inspecter des pièces avant qu'elles arrivent dans les montages de proto. Parce que c'était donc le produit de l'entreprise avait besoin de faire certains tests sur ces produits finis. Et donc, mes prestataires que je gérais allaient chez les fournisseurs pour inspecter les pièces avant qu'elles arrivent, qu'elles soient montées dans l'atelier proto. Donc, ça a fait que j'ai eu plusieurs projets, pas un seul. Et au fur et à mesure des projets, j'avais différentes équipes et je travaillais toujours étroitement avec ces équipes. Et moi, j'avais mon chef qui gérait plusieurs, on va dire, managers comme moi. C'était un faux manager parce que c'était pas une vraie équipe dans mon entreprise, c'était une équipe de prestataires. D'accord. Mais ça restait, donc il y avait pas la gestion des augmentations, etc. Mais il y avait la gestion de leurs activités au quotidien qui était de mon fait. Au début, ça s'est bien passé, mais j'ai toujours été isolée parce que j'étais femme, parce que j'étais jeune et que j'étais cadre dans une équipe avec des techniciens plutôt âgés, hommes. Et je me suis tout de suite sentie isolée. Je n'ai eu aucune aide. Et au bout d'un moment, j'avais parlé à mon chef de cette situation. Et il m'avait dit même de laisser tomber et de pas m'en formaliser, que de toute façon, je pouvais rien y faire. Donc voilà, un exemple où j'ai essayé de prendre les choses en main et de toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc, je n'ai jamais été manger avec mes collègues. Voilà. Pourquoi? Parce que tu t'isolais? Non, parce que personne ne m'a jamais proposé d'aller manger. Et moi, j'étais déjà prête mentalement à ne pas sociabiliser parce que j'avais eu d'autres expériences avant celle-là où ça s'était pas forcément bien passé. Et voilà, ça c'est l'exemple. Au démarrage, tout de suite senti la couleur. Et ensuite, c'était pas forcément avec les gens, c'était plus des situations avec, comme je disais, une erreur dans la personne qui doit faire le compte rendu de réunion, des missions qui étaient pas à la hauteur. Tout le monde avait un projet. Moi, j'avais 2 projets à chaque fois et pourtant, je m'ennuyais quand même. J'ai essayé de parler de cette situation, de demander plus, mais il n'y avait pas plus. Je n'ai pas été accompagnée par la RH. La RH m'a recrutée, mais après ça, j'étais livrée à moi-même. On m'a juste dit que je devais rester 2 à 3 ans dans le même poste avant de pouvoir changer. T'as pas eu de véritable, ce qu'on appelle onboarding, de véritable intégration au sein de la société? Si, il y en a eu une avec 2 séminaire d'une journée pour récupérer l'ADN de l'entreprise et un espèce de stage en usine pour voir comment ça se passe, pour rester connecté. Voilà, c'est tout le onboarding. D'accord. Donc en fait, moi quand je parle de onboarding, de manière générale, tu as le respect d'une charte ou de plusieurs chartes, règlement intérieur, l'intégration aussi au sein des équipes, le fait de pouvoir aussi appréhender les procédures et les consignes de travail au sein de l'entreprise et aussi de pouvoir manger avec ses collègues, pouvoir se sociabiliser, pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise. Et là, en tout cas, de ce que tu livres, cela n'a pas du tout été le cas. Non, quand j'ai été intégrée dans l'équipe, le précédent chef venait de partir et le nouveau n'était pas encore arrivé. Donc c'est un autre employé, un autre membre de l'équipe qui s'est occupé de mon intégration. Et il m'a juste présenté et c'est tout. Et le temps que le chef arrive, je n'ai rien eu à faire pendant plus d'1 mois. Et personne ne s'est proposé pour me montrer quoi que ce soit. Et quand j'ai essayé de demander, ça a été tellement sec que je n'ai pas réessayé 2 fois. Et je me suis dit, tant pis, j'attendrai l'arrivée du chef. Pendant combien de temps tu es resté dans cette situation? Tout à l'heure, on parlait justement de la DRH qui t'a laissé un petit peu
évolué toute seule. Comment justement t'as pu gérer cette situation isolée pendant quelques semaines, pendant quelques mois? Comment tu as géré? Le démarrage, ça n'a duré qu'1 mois. Ensuite, mon chef est arrivé, il a pris possession de ses activités dans l'équipe et ça s'est mieux passé parce qu'il était quand même très à l'écoute, même s'il était limité dans ses mouvements. Et cette situation globale a duré 3 ans jusqu'à ce que moi je demande la mobilité au bout de 2 ans. Et c'était en décembre et en mars, nous avons eu la période du Covid. Et donc, non seulement j'étais isolée dans l'équipe, isolée par rapport à la RH, à la direction, ce genre de choses, mais en plus physiquement isolée puisque on était coincés chez nous. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé la mobilité, j'ai commencé à essayer de trouver mon nouveau poste seule, ce que j'ai pas du tout réussi à faire. Et ensuite, avec l'isolement dû au Covid, j'ai complètement abandonné l'idée. J'ai même pas su si je devais contacter une RH ou pas. Et le déclencheur de la fin de cette situation, c'est le chef de mon chef qui a voulu me proposer de remplacer une collègue. Et j'ai tout de suite voulu refuser parce que je connaissais cette collègue, je connaissais son poste et je voulais changer de service. Je voulais pas rester dans ce service-là. D'accord. Et on a eu un entretien où il m'a dit que je n'avais plus de valeur parce que j'avais pris la mauvaise décision, que l'entreprise c'était pas un centre commercial, je faisais pas ce que je voulais, que j'avais des devoirs envers la direction qui m'avait embauchée. Voilà, vraiment des propos assez intenses. Et ça a été pas simple, mais comme moi j'avais confiance en moi et en ma valeur, je l'ai pas si mal pris. C'était plutôt l'étape d'après où on m'a demandé de répondre par mail, où là je me suis sentie complètement coincée. J'allais être mise au placard, j'allais être cataloguée. Comment j'allais pouvoir surmonter cette situation dans l'entreprise? Et c'est là où j'ai été complètement paniquée et j'ai fini par appeler la médecin du travail qui m'a donné une semaine d'arrêt où j'étais complètement déboussolée. Et à la suite de cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec la RH qui a essayé de voir comment j'étais, comment je me sentais. Et moi, j'étais complètement démoralisée. J'avais perdu confiance en l'entreprise, dans le fait qu'ils allaient me retrouver un poste qui allait me faire m'épanouir. Et c'est là qu'on m'a proposé la rupture conventionnelle. Et dans ma tête, comme j'étais déjà à moitié partie, c'était une super opportunité pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce que j'ai fait ensuite. D'accord. Donc du coup, tu as effectivement su tirer quelque part cette mauvaise expérience des leçons qui t'ont été profitables pour la suite, même si sur le coup tu as quand même vécu des moments très éprouvants. Tu as précisé que tu es parti voir la médecine du travail, donc c'est pas rien. La médecine du travail, je le rappelle, c'est le premier préventeur au sein de l'entreprise. C'est le premier préventeur qui aide et qui conseille l'employeur justement à pouvoir donner des axes de travail pour prévenir, pour anticiper ces situations de harcèlement. Quand je parle de harcèlement, c'est harcèlement moral et harcèlement sexuel. Là, Julie, effectivement, tu nous as décrit une situation où tu as été dans une situation de harcèlement moral, puisque en plus les termes que tu as utilisés sont vraiment très forts, les termes que justement la hiérarchie t'a mentionné sur le fait que tu n'avais aucune valeur. Je trouve ça vraiment terrible, je trouve ça vraiment violent, et de pouvoir justement sortir et émerger tout de même de cette situation en tirant une leçon très puissante. Pour moi, c'est vraiment un acte de courage, de bravoure et surtout une résilience très 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 importante. Au niveau justement de la médecine du travail, l'inspection du travail, tu as parlé aussi d'email. Alors, ce que je voudrais aussi retenir de ta situation, c'est que tu t'es senti bloqué. C'est ce que tu as dit, tu t'es senti bloqué quand on t'a demandé justement de répondre, d'envoyer un email par rapport à cette proposition de remplacement, si je me trompe pas. Est-ce que durant cette situation de harcèlement, tu as souhaité matérialiser par écrit, que ce soit par lettre simple, par lettre recommandée ou par email, cette situation à ta hiérarchie, que ce soit au niveau de la direction des ressources humaines, que ce soit au niveau de ton manager direct ou auprès de collègues qui auraient éventuellement vécu cette situation, même si tu nous l'as dit, tu évoluais dans un environnement masculin.
Donc c'est vrai que c'était pas évident aussi de pouvoir se confier à une personne dans le cadre de cette situation. Mais est-ce que tu as trouvé des ressources durant cette situation que tu as vécue? Quand je parle de ressources, c'est extérieures. Donc là, je viens de le citer, notamment au niveau du médecin du travail, inspection du travail, ou alerter tout simplement. Alors non, pas dans mon service, parce que c'était le chef de mon chef qui m'a fait cette proposition. Mon chef était au courant et les collègues, j'avais pas forcément de soutien de ce côté-là, donc pas dans ce cadre-là. Et j'avais aucune idée de comment me sortir de cette situation. Et j'avoue, c'était un appel à mon père qui a fait des études de droit, qui m'a aidé à prendre cette décision d'appeler le médecin du travail, parce que je l'ai appelé et j'étais vraiment en panique parce qu'on me demandait de fournir des preuves écrites de ce refus sans me faire de proposition. Donc ça aurait pu être utilisé contre moi, mal interprété, et j'ai senti tout de suite que j'étais sur le point de faire une énorme bêtise si j'écrivais ce mail qui n'était même pas une réponse. Et d'ailleurs, mon premier réflexe a été de dire je veux bien répondre, mais envoyez-moi une proposition. Et on m'a dit non. Donc, je sentais que j'étais en train de tomber dans un piège. Et c'est avec cet appel à mon père qui m'a dit, mais tu vois pas que ça va pas? Tu vois pas qu'il faut que tu fasses quelque chose? Appelle le médecin du travail. Et c'est là seulement que j'ai compris que j'avais le droit. Et à aucun moment, toute seule, j'ai pu me dire que j'avais le droit de contacter quelqu'un. J'étais complètement seule avec moi-même. Et ça, c'était un réflexe que j'ai eu de mes autres expériences, où on m'a jamais aidé. Donc, j'ai toujours été obligée de trouver mes propres solutions. Et là, c'était la première fois que j'utilisais ça. Et la médecin du travail m'a confirmé que j'étais dans une situation anormale. Même moi, j'en étais pas si sûre. Est-ce que c'était légitime ou pas de prendre ce contact? D'accord. Et c'est seulement après ça que la RH a été contactée et m'a contactée. Là encore, j'avais même pas idée que ça aurait pu être un sujet pour la RH. Et d'ailleurs, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Vous comprenez, vous êtes en mobilité, mais moi, j'ai 1000 personnes dans mon service à m'occuper. » Évidemment, 1000, c'est sûr qu'on peut pas les connaître une par une et pas les accompagner. Mais c'est pas une réponse justement à une situation de détresse que tu étais en train de vivre. Alors, c'est vrai que par rapport à cette situation, il faut aussi pouvoir former les personnes qui sont à même de gérer les ressources humaines, de pouvoir justement piloter ces ressources humaines, ces hommes et ces femmes, parce que piloter un service, piloter un département, manager un département, oui, mais à quel titre, sur quels aspects, sur quelles procédures. On est aussi sur des compétences d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle. On n'a pas que les hard skills, les compétences, l'expertise. On a aussi toute cette intelligence relationnelle à avoir avec ses équipes. Et là, visiblement, Julie, tu n'as pas eu cette opportunité d'interagir de manière sereine et saine, surtout dans cet environnement de travail. On t'a proposé la rupture conventionnelle. Alors, il faut savoir que la rupture conventionnelle, c'est une rupture à l'amiable, entre guillemets, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cadre, tu as accepté cette proposition. Sachez que même si vous acceptez donc de signer une rupture conventionnelle, vous avez 12 mois suivant la date de l'homologation de la rupture conventionnelle par l'administration pour contester la rupture conventionnelle. Donc ça, c'est aussi un élément à savoir. Tu l'as accepté, c'était aussi pour en finir. Oui. Pour mettre derrière toi cette situation que tu vivais de manière assez exécrable, même très exécrable. Aujourd'hui, quelle leçon en as-tu tiré? Je pense que la leçon principale, c'est que je n'étais pas à ma place dans un environnement de salarié. Et j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de challenge. Et ça, un environnement aussi cadré ne pouvait pas me le donner. Et c'était un peu une découverte de moi-même. Ces 7 ans dans l'industrie, dans différents postes qui se sont passés plus ou moins, on en parlera dans d'autres épisodes. et cette découverte, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais partir, que c'était pas fait pour moi
et que c'était OK que ça soit pas fait pour moi. Parce que j'ai passé ces 7 ans à me remettre en question, à essayer d'évoluer pour correspondre au cadre dans lequel on voulait me faire rentrer, alors qu'en fait, la réponse était que je préférais ne pas avoir de cadre. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est cette liberté. Donc, voilà, la leçon que j'en ai tirée, c'est que je rentrais pas dans un cadre corporate comme celui-ci. C'est qui veut pas dire que ce cadre n'est pas bon pour des gens qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'avoir cette sécurité, ce sentiment de savoir tous les jours ce qu'ils vont faire au travail. Moi, c'était pas ce qui me convenait, donc j'ai pu le quitter sans regret d'avoir eu cette expérience. Et aussi, avec ces 7 ans, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai vu de quoi j'étais capable et ça m'a permis de me lancer en tant qu'entrepreneur, ce que j'aurais pas été capable de faire en sortant directement de l'école. C'est génial, Julie, c'est vraiment génial ce que tu dis parce que tu as pu t'en sortir. Alors, ton papa, justement, t'a conseillé de contacter la médecine du travail, mais malheureusement, dans certaines situations, donc même dans diverses situations que j'ai pu voir, les salariés sont amenés à être en arrêt de travail, dans une situation où c'est un arrêt prolongé, bien souvent, pour burn-out, et c'est vrai que le fait de se sortir de cet arrêt de travail, même psychologiquement, on n'en sort pas indemne. En tout cas, les salariés que j'ai pu croiser, que j'ai pu voir, avec lesquels j'ai pu échanger, ne sont pas sortis totalement indemnes de cette situation. J'ai même connu des salariés qui ont fait plusieurs burn-out. C'est pour te dire qu'il faut prendre à bras le corps cette situation, cette grande cause nationale, puisque j'avais participé à l'Assemblée nationale sur cette grande cause nationale qui avait été organisée par le député des Hautes-Pyrénées, Benoît Mournet. Et c'est vrai que c'est une grande cause nationale, puisque il y a de plus en plus de salariés qui sont en dépression sévère, qui sont en burn-out, ou en bore-out, ou en brown-out, ou rust-out. Donc, c'est vrai que c'est vraiment il faut avoir des formations, il faut anticiper, il faut aussi suivre la législation, parce que on a quand même le code du travail qui cadre ces situations. On a le code pénal aussi qui cadre ces situations pour justement sanctionner les auteurs de ce type de harcèlement. Et je pense qu'il n'y a pas assez de prévention. Je pense qu'il n'y a pas assez d'anticipation, d'information et de formation. Et c'est là où est le problème. Donc, Julie, tu as effectivement merveilleusement bien rebondi. Tu es aujourd'hui une entrepreneure éclairée, comme je vous appelle dans le cercle. Une entrepreneure éclairée, avisée, libre. C'est ce que tu disais, c'était la liberté, que tu ne te voyais pas dans un microcosme professionnel avec ses codes et puis cette non-alignement aussi avec tes valeurs. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les principaux obstacles qui empêchent encore les victimes de s'exprimer, de parler, d'alerter, de signaler ces comportements? Je pense que c'est la peur. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter qu'une autre des leçons, c'était qu'il faut pas laisser traîner. Parce que j'ai eu cet entretien, ils ont voulu me forcer à répondre, et le jour où j'ai reçu le mail, à la minute, j'ai appelé mon père, et dans l'heure, j'avais le rendez-vous avec la médecine du travail. Faut pas laisser traîner. C'était une autre des leçons. On ne peut pas rester dans des situations de malaise comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi, Julie. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que systématiquement, il faut laisser des traces. Il faut matérialiser. Il faut écrire. Il faut laisser effectivement des preuves écrites. Comme on dit, les paroles s'envolent, l'écrit reste. L'écrit reste pour justement amener ces preuves. Et il le faut. Alors, c'est vrai que ça peut être éprouvant, ça peut être dur, mais il faut laisser des traces écrites, notamment en cas de pré-contentieux ou de contentieux. Et pour rebondir quand même sur la question que tu m'as posée, pour moi, la peur, c'est vraiment l'élément le plus bloquant, parce qu'on a peur de perdre sa place, on a peur d'être mal considéré, on a peur d'être mis au placard. J'ai un autre chef qui était le précédent avant celui qui m'a dit tout ce qu'il m'a dit. Et ce chef, il a voulu me contacter après ce qui s'est passé, alors que j'avais accepté la rupture conventionnelle pour parler. Je lui ai dit oui, bien sûr. Et il m'a dit, tu as fait ce qu'il fallait, mais tu n'aurais pas dû. Alors, je dis, ah bon? Et pourquoi? Parce que tu t'es grillé.
Ah, donc en fait, Dans quel sens? je me suis grillée auprès de l'entreprise parce que j'ai, entre guillemets, j'ai fait un foin, une histoire. Et donc, d'après lui, je pars et c'est tant mieux pour moi. Et enfin, tant mieux dans le sens, il se réjouissait que je fasse ce qui me convient le mieux. Mais il m'a dit pour la suite, si jamais ça devait arriver, en gros, que j'aurais dû m'abstenir. Parce que le fait d'avoir parlé m'avait catalogué. Donc voilà, pour donner un exemple sur la peur. Et pourtant, ce chef était bienveillant et je l'avais beaucoup apprécié quand il était le chef de mon chef. Et malgré tout ça, l'embrigadement a fait que lui-même m'a dit que j'aurais pas dû parler. C'est totalement paradoxal, effectivement. Là, je pense qu'il y a encore une fois un manque d'information, un manque de formation, parce que on a aussi dans le Code du travail, encore une fois, des dispositions qui sont claires. Des dispositions qui précisent déjà cette protection, soit du lanceur d'alerte, ou la protection en fait de toute victime ou de toute personne qui témoignerait ou qui dénoncerait des situations de harcèlement. Et dans ce cadre, c'est vrai que c'est totalement aberrant de te dire ça parce que tu vis quand même une situation totalement hors des clous, juridiquement parlant, même au niveau des procédures, au niveau, rien n'allait en fait dans ce que tu viens de m'évoquer. Et effectivement, tu as eu une fin heureuse parce que tu as pu t'extraire de cette situation sans être dans un processus d'arrêt de travail long, sans être dans un accompagnement aussi psychologique par un psychothérapeute ou un psychiatre ou d'autres professionnels et praticiens de la santé. Donc c'est vrai que c'est totalement aberrant ce discours. Totalement aberrant. Oui. Et ces mots étaient « tu as bien fait, mais tu n'aurais pas dû ». Vraiment. Tu n'aurais pas dû. Donc en fait, c'est comme si il te culpabilisait quelque part. Oui. Oui. Il y a une grosse part de culpabilité et je pense qu'effectivement, je te rejoins quand tu dis il y a une peur de s'exposer, il y a une peur du regard, il y a une peur de pouvoir être grillé entre guillemets, alors que en fait, c'est toi la victime. Oui. C'est ça qui est fou encore. Et je pense qu'il faut vraiment démocratiser cette parole. Il faut vraiment libérer les chakras, vraiment libérer en fait ces situations qui sont vécues de manière isolée, de manière esselée, pour justement pouvoir libérer cette parole et ne plus être vue comme de simples vilains canards. Et je pense que ce que tu as vécu est vraiment salutaire. Alors même si effectivement c'est pas ce que je voulais dire dans le sens où tu as quand même vécu une situation assez éprouvante et grave, mais ça a été salutaire parce que derrière tu en as sorti du positif. Oui, ça m'a poussée vers le changement. D'ailleurs, c'est un hors sujet de mon expérience, mais c'est l'expérience d'une collègue qui, elle, a été harcelée sexuellement. Elle n'est pas sortie tout de suite de l'entreprise, mais elle a tout de suite dénoncé. Donc la peur, elle a été très forte parce qu'elle a reçu des messages et elle a tout de suite apporté son ordinateur devant son chef. Elle lui a dit « ce n'est pas normal, je veux qu'on fasse quelque chose, je veux qu'on l'attaque, je veux ». Et elle a été accompagnée, l'entreprise a quand même bien pris en compte mais elle n'avait pas pensé, par exemple, aux conséquences sur sa santé mentale. Et quand je dis conséquences, c'est que pendant des mois, elle n'arrivait plus à dormir parce qu'elle s'est rappelé qu'elle avait donné son adresse à son harceleur. Ah oui. Dans le cadre du travail, à la pause café, « Ah, t'habites là ? Ah, moi j'habite là, c'est sympa. » Sauf que du coup, elle s'est rappelée. Et donc, elle entendait des bruits la nuit. Elle avait l'impression qu'il allait venir se venger chez elle. Voilà, pour dire que c'est pas que la peur dans le cadre du travail, c'est aussi la peur qui peut dépasser tout ça. Et elle a été suivie et aujourd'hui elle va mieux, elle a changé d'entreprise, elle a carrément changé de secteur, elle a repris 1 an d'études. Mais voilà, la peur est un frein énorme et on s'interroge aussi, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on a le droit de parler? Est-ce que c'était pas notre faute? Parce que nous, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on a pu faire? Et on nous accuse à nous d'avoir des comportements alors que elle n'avait pas eu de comportement en particulier à part être amicale. Donc voilà, la peur, c'était vraiment c'est ce qui empêche la communication. Et du coup, pour moi, une des clés de ça aurait été la communication qui soit plus ouverte entre les employés et les managers, mais aussi entre les équipes RH, les équipes avec la médecine du travail
Et pour moi, j'ai pas du tout été sensibilisée à mes solutions. Le fait que mon père soit obligé de me dire que j'avais le droit d'appeler la médecine du travail et c'était même pas une option qui existait dans ma tête, c'est terrible. Parce que elle a juste pris son ordi, elle l'a mis devant le chef. Mais moi, mon chef était devenu l'ennemi. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire ? Justement, c'est une question aussi que je voulais te poser par rapport à des actions, par rapport à justement des éléments qui peuvent être mis en action pour que cela ne se reproduise plus. Selon toi, en fait, quelles sont les actions que les entreprises devraient mettre en place pour prévenir et lutter contre le harcèlement moral au travail ? C'est vraiment la sensibilisation et la communication, ouvrir le dialogue, peut-être même avoir des rendez-vous d'entretien qui ne sont pas avec les chefs ou la direction, mais qui sont dans des services séparés où l'on peut vraiment parler sans peur de dénoncer, que ce soit dans la confidentialité. Et ça, moi, dans ce cadre-là, j'en ai pas du tout eu. Les entretiens avec les RH, c'est au début et après, ça s'arrête et on n'en parle plus. Donc, d'accord. Je pense que sensibilisation d'un côté pour que nous, on soit au courant des clés parce qu'on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire. Et d'un autre côté, au quotidien, pas forcément au quotidien, mais au moins de façon régulière, avoir des gens avec qui parler. Parce que il peut y avoir des situations qui sont indépendantes des gens, comme par exemple moi qui étais dans la difficulté de m'épanouir dans mon activité, ce qui n'avait rien à voir avec le comportement des gens, ça avait à voir avec l'activité en elle-même. Et le fait d'avoir peut-être, j'aurais peut-être pu bénéficier d'un accompagnement pour en parler et savoir comment améliorer cette situation, même si elle était complètement dans un cadre qui aurait pas pu s'améliorer, mais peut-être d'en parler, ça m'aurait soulagée en me disant que c'était pas moi qui faisais des erreurs. Bien sûr, mais c'est vrai que cela rebondit sur encore une fois le fameux code du travail. C'est ma bible et je continuerai à citer le code du travail dans ces situations qui sont pour moi litigieuses, puisque tu étais dans une situation qui était au risque et litigieuse. Le Code du travail, en fait, précise dans un article qui est inséré au niveau de l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, que l'employeur doit s'assurer et doit préserver la santé mentale et physique des salariés. Ça, c'est vraiment une obligation. C'est une obligation légale qui est inscrite effectivement dans ce Code du travail. Donc là, en l'occurrence, ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'employeur n'a pas pris en conséquence l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver ta santé mentale et physique dans le cadre de cette situation. Non. Aujourd'hui, si tu devais résumer en quelques mots l'enseignement le plus important que tu as tiré de cette expérience. Je dirais que il faut être capable de prendre les choses en main et de pas accepter des situations qui ne conviennent pas. Et j'ai la chance d'avoir mon père qui a pu m'aider à sortir de cette situation. Je ne sais pas comment je m'en serais sortie s'il m'avait pas donné cette solution de parler au médecin du travail. Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait traîné ? Je sais pas. Donc ma grande leçon, c'est il se passe quelque chose. Nous sommes la personne la plus importante dans cette affaire. C'est pas l'entreprise, c'est pas les collègues, c'est pas le chef. C'est ma santé mentale qui doit être ma priorité. Et donc, je dois agir. Et je dois me sentir légitime d'agir. Pour moi, c'était vraiment ça. J'ai eu du mal à croire que j'étais légitime. Et ensuite, j'ai eu du mal à passer à l'action. Mais finalement, avec l'aide de mon père, il m'a fait comprendre que j'étais légitime et il m'a donné la solution. Donc, la grande leçon, c'est il faut passer à l'action. Si une situation nous fait du mal, et elle me faisait du mal puisque j'étais complètement paniquée, il faut passer à l'action et il faut s'en sortir. C'est ça la plus grande leçon. Exactement, passer à l'action. Et c'est ce que tu as fait de manière merveilleuse, de manière talentueuse au travers de ton activité entrepreneuriale que tu as maintenant depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et aujourd'hui, tu as des clients, tu as des clientes. Ton activité fonctionne très bien. Donc ça a été un levier, ça a été un
coup de boost, on va dire, pour la suite. Alors, ce que tu disais aussi est très important dans le cadre de la confiance en soi. Alors, bien souvent, il y a des personnes qui perdent cette confiance. Tout à l'heure, tu as parlé de valeur, de manque de valeur. Un de tes managers l'a dit. Comment tu peux aussi reprendre confiance ou conserver cette confiance, parce que c'est pas tout le monde en fait qui est armé de cette confiance, de cette légitimité, de cette estime de soi. C'est vraiment propre à chacun et à chacune. Donc toi, tu as eu effectivement cette opportunité, cette chance, ce privilège d'avoir ton papa qui t'a épaulé, qui t'a aidé dans cette situation. Mais pour d'autres personnes, donc ce que je peux citer, ce sont les acteurs externes à l'entreprise, donc la médecine du travail. Et je le répète, premier préventeur dans l'entreprise, l'inspection du travail qui est présente aussi. Non pas pour sanctionner, parce que on a en tête l'inspection du travail qui sanctionne. Non, l'inspection du travail est aussi présente pour voir et vérifier l'ensemble des conformités au sein de l'entreprise. Et ça, c'est important. On a également des acteurs externes comme les agents de la CRAMIF. On a des acteurs internes comme les représentants du personnel, s'ils existent au sein de l'entreprise. Dans l'entreprise où justement tu as vécu cette situation, est-ce que tu avais des représentants du personnel, le CSE comme on l'appelle, le comité social et économique? C'est possible, mais soit je ne m'en suis pas préoccupée, soit je ne savais pas quelle était leur fonction. Et là, maintenant, depuis 3 ans, je peux dire que j'ai oublié. Mais c'est possible qu'il y en ait eu, mais sans l'information sur ce qu'ils pouvaient m'apporter, de toute façon, j'aurais pas pensé à eux dans ma situation. Oui, parce qu'en fait, le comité social et économique, c'est donc un comité, c'est donc une instance qui représente donc les salariés au sein de l'entreprise. Et donc, il y a des titulaires, des suppléants, et dans ce cadre, il y a des actions qu'ils doivent mener pour justement porter la parole de manière collective, mais porter la parole des salariés, notamment si on est dans des situations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou dans des situations qui tendent à dégrader les conditions de travail des salariés. Les représentants du personnel sont là justement pour donc porter cette voix et pour faire cesser en fait l'ensemble des situations qui seraient constatées dans ce cadre-là. Donc, on a l'ensemble de ces acteurs. On a également des acteurs externes, comme je l'ai précisé. Il peut aussi avoir l'intégration de cellules psychologiques. Tout à l'heure, tu me disais que donc ta collègue avait été suivie, mais on a également cette opportunité au sein des entreprises de pouvoir mettre en place des cellules psychologiques qui sont des cellules confidentielles, anonymisées, pour que les salariés puissent aussi se confier sur des situations qu'ils peuvent vivre en entreprise. Donc c'est vrai que par rapport à cette situation, et je te remercie vraiment Julie de nous avoir livré cette expérience que je pense va pouvoir aussi être identifiable pour d'autres personnes qui seraient dans cette situation ou qui ont vécu cette situation. Libérer la parole. C'est à chaque fois ce que je dis, ce que je conseille, c'est libérer la parole, mais en écrivant, en traçant, en matérialisant, en alertant, en signalant, en contactant la médecine du travail, en contactant l'inspection du travail, en contactant les représentants du personnel au sein de l'entreprise. Et surtout, à ne pas rester seul. Parce que quand on reste seul, eh bien, on peut effectivement rester dans cette dépression que certains, justement, ont évoquée quand ils ont pu, effectivement, témoigner au travers des médias. Merci beaucoup, Julie, pour t'être livrée, pour avoir témoigné à cœur ouvert pour ce premier podcast. Et ce que je voulais effectivement dire, c'est que vous avez le droit, encore une fois, comme un super pouvoir. Julie, tu l'as dit, ton papa s'en est saisi, il a étudié le droit. Le droit est un super pouvoir. Connaître le droit, c'est connaître avant tout ses droits, vos droits. Le droit est une arme à destruction ou à construction massive selon qu'on a la bonne information, la bonne connaissance. Julie a précisé qu'elle manquait d'informations sur certains aspects.
notamment au niveau des représentants du personnel, et je pense que dans cette grande entreprise, il y avait des représentants du personnel. Il faut se saisir vraiment de tout ce que vous avez à votre disposition. Vous avez le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un document qui est obligatoire à partir de 50 salariés, mais il peut aussi être mis en place dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, si vous avez un règlement intérieur, saisissez-vous du règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, vous avez déjà l'ensemble des textes de prévention contre le harcèlement moral, contre le harcèlement sexuel. Vous pouvez aussi avoir des chartes de bonne conduite, des procédures claires qui peuvent être aussi produites par les représentants du personnel. Vous avez aussi donc des affichages obligatoires. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui identifie les risques professionnels avec le degré d'exposition des salariés. Tous ces documents doivent être en place dans l'entreprise et vous devez pouvoir, en tant que salarié, les consulter. En tant qu'employeur, vous devez les mettre en place. Le document unique d'évaluation des risques, par exemple, c'est un document qui doit être mis en place à partir du premier salarié. Et en cas de contrôle de l'inspection du travail, si vous n'avez pas le document unique, eh bien, vous risquez une sanction. Donc, il est très important de pouvoir connaître ses droits pour mieux appréhender ces situations. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir pu livrer cette parole comme je l'ai souhaité au travers de ce podcast conversationnel. Si vous êtes dans une situation qu'a vécue Julie ou que vous vivez aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter, à livrer votre témoignage en m'envoyant par exemple celui-ci par email. Tous les liens seront mis dans la description du podcast. Merci encore et Julie, on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci Ida et merci à tous qui nous écoutent. Passez à l'action, ne restez pas seuls, très important. Merci beaucoup. Je voudrais finir sur une note beaucoup plus positive concernant le morceau, le son, la musique qui te met dans une situation de bien-être. Est-ce que tu veux nous partager le titre de cette musique ou l'artiste ? C'est une musique que tout le monde connaît, je pense. C'est Lean On de Major Lazer ou DJ Snake, quelque chose comme ça. Et tout le monde connaît cette musique. Et moi, quand je l'entends, elle me met vraiment de bonne humeur. Et c'est quand on a des petits coups bas comme ça, de ce genre-là, dont on vient de parler, et ben, la musique, ça fait vraiment du bien. Exactement. Donc, au-delà de cet éclairage juridique, faites aussi des activités qui vous mettent bien. Le sport, la lecture, aller visiter des musées, écouter la musique, danser. En tout cas, faites quelque chose qui vous fait du bien, marcher, courir. Donc, je vous invite à aller écouter le titre Lean On, c'est ça. Et on se retrouve pour un prochain épisode avec cet objectif de vous livrer cette partie intime d'une situation vécue par une femme ou un homme ordinaire dans une situation extraordinaire. Merci à vous et à bientôt. ICM Legal Consulting a pour but de mettre en avant des leaders, ces personnes ordinaires qui vivent ces situations extraordinaires vont venir au sein de ce podcast conversationnel pour se livrer, pour discuter des situations qu'elles ont vécues. Je vous remercie pour justement suivre ce podcast. Abonnez-vous.